Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo budget qui va porter sur le budget de Nina qui me l'avait déjà envoyé il y a quelques mois. Je trouvais qu'il était vraiment intéressant à partager et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va pouvoir se retrouver dedans. Il évoque l'épanouissement au travail, aussi le changement de situation, les imprévus, l'épargne, les projets, donc je pense qu'il peut parler à pas mal de monde. Au niveau des vidéos budget abonnés, pour participer, il faut aller voir ma story sur Instagram. J'ai une story à la une qui s'appelle Réaction budget abonné. Mon compte Instagram c'est Mûre et Noisette. Et vous avez dedans les modalités pour participer. Vous avez le mail sur lequel il faut m'envoyer votre budget. Ce n'est pas mon mail classique. J'ai vraiment un mail destiné à mon activité professionnelle et un mail destiné vraiment au budget de mes abonnés pour m'y retrouver. Sinon, ce n'est vraiment pas pratique quand je reçois des budgets sur mon adresse mail classique. Pensez à bien me classifier toutes les dépenses. Votre loyer, les impôts, la taxe foncière, tout ce qu'il peut y avoir auquel des fois on pense pas vraiment. Par exemple l'assurance habitation, vu que ça arrive parfois qu'une fois par an si on l'a pas mensualisé, on peut avoir l'impression qu'on peut l'oublier en fait le reste du temps. Pensez au budget vacances, etc. Je ne peux pas faire les budgets de tout le monde, donc j'essaie de sélectionner à chaque fois des budgets qui vont pouvoir ressembler à d'autres que j'ai reçus, donc je ne ferai pas tous les budgets que je reçois. Mais j'essaye de faire en sorte de partager petit à petit des budgets qui correspondent à plein de situations différentes parce que ça permet aussi d'évoquer des points, ça permet de briser les tabous autour de l'argent et il y en a encore beaucoup. Ça permet aussi de pouvoir regarder ce que font les autres sans pour autant se comparer, sans se sentir nul. On voit les problèmes des autres, les réussites des autres. Il s'agit simplement d'être content pour ceux qui réussissent, d'essayer de partager des astuces pour ceux qui rencontrent des difficultés et aussi de se dire qu'on n'est pas représenté par notre budget, que le budget qu'on a, ça va être quelque chose à un instant T et tout peut changer très vite aussi dans un sens comme dans l'autre. Donc il faut pas culpabiliser de pas réussir à s'en sortir. Il faut pas non plus dépenser tout ce que l'on a quand on a des bons revenus parce qu'il faut garder en tête que c'est toujours bien d'avoir un petit peu de côté au cas où il se passe quoi que ce soit. Donc voilà de quoi on parle dans ces vidéos-là. Alors Nina a 37 ans, elle est CPE dans l'éducation nationale et au moment où elle m'a envoyé son premier mail, elle me disait dedans qu'elle n'était vraiment pas épanouie au travail et qu'elle avait entamé pour ça une reconversion, donc elle suit des études à distance pour devenir psychologue. Et donc c'est un diplôme qui dure 5 ans, j'en sais quelque chose puisque c'était les études que je faisais avant d'arrêter. Mais elle est actuellement en 3e année, donc il lui reste 2 ans. Après la fin de sa licence, elle n'aura plus que le master à faire pour devenir psychologue. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, elle a fait un burn-out. C'est pour ça que les situations peuvent parfois très vite changer. Donc autant elle avait plutôt un bon revenu avant puisqu'elle gagnait 1800 € par mois. Mais avec l'arrêt maladie, elle se retrouve avec la moitié de son salaire. Donc seulement 900 € par mois d'indemnité qu'elle va recevoir chaque mois. Donc c'est vraiment pas beaucoup, surtout quand on est habitué à vivre avec plus. Heureusement, elle a un mode de vie assez économe et elle a pu penser à plein de choses avant qui sont super astucieuses, donc que je vais pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Donc au niveau des revenus, comme j'ai pu vous le dire, elle a 900 € d'indemnité, mais après elle va aussi avoir des revenus qui sont générés par le fait qu'elle est devenue propriétaire de sa maison il y a 2 ans. Elle a acheté une maison pour vraiment pas trop cher finalement, mais dans une région qui a eu une belle inflation depuis sur l'immobilier. Et vu que la maison est un petit peu grande pour elle, elle a décidé de vivre en colocation dedans. Donc elle loue un loyer vraiment abordable, un appartement qu'il va y avoir en dessous de sa maison, ainsi que 2 chambres qu'elle a dans sa maison qui sont disponibles. Et elle habite en colocation finalement avec ses locataires. Elle va louer l'appartement du bas 280 € par mois et actuellement elle a un colocataire dans une des chambres qui loue pour 150 € par mois. À une époque elle avait la 2e chambre qui était louée mais ce n'est pas le cas actuellement. En revenu, pendant un temps, elle faisait de la broderie qui lui faisait un petit revenu d'appoint d'une 40aine d'euros. En ce moment, avec sa santé mentale, le fait qu'elle se sent submergée, c'est pas vraiment possible pour elle de continuer la broderie. Mais c'est vrai que c'est bien de se dire qu'il y a ce petit revenu en plus. Des fois, 40 €, ça peut changer énormément de choses. Ça peut littéralement correspondre à l'expression mettre du beurre dans les épinards ou de la margarine si on veut une version végétale. Mais ça peut vraiment aider d'avoir des compétences qui peuvent nous permettre de gagner un petit peu d'argent en plus. Et également, ses colocataires participent en partie à payer les charges avec elle dans tout ce qui est électricité, eau,
voilà toutes ces factures là, le gaz aussi, donc ça correspond environ à 66 € par mois qui lui sont reversés, donc on va le compter dans des revenus même si c'est pas vraiment des revenus, donc ça lui fait un total de revenus de 1396 € par mois, et heureusement qu'elle va avoir ses rentrées d'argent de ses colocataires parce que sinon ce serait vraiment très compliqué en termes de budget. Donc pour sa maison, elle l'a achetée il y a 2 ans avec un crédit sur 25 ans. Elle avait un apport de 25 000 € à mettre dedans. Elle avait déjà une bonne capacité d'épargne puisqu'à 35 ans, elle avait épargné 40 000 €. Elle a gardé 15 000 € à ce moment-là et mis 25 000 € dans l'achat de cette maison. Et sa mensualité est de 615 €, ce qui par rapport à son ancien salaire était totalement adapté, mais c'est vrai que par rapport à ses nouveaux revenus, ce serait un petit peu compliqué si elle n'avait pas cette possibilité de colocation. Lorsqu'elle loue les 2 chambres et l'appartement du bas, elle peut récupérer jusqu'à 580 € par mois avant les impôts, puisqu'elle m'a précisé que niveau impôt c'était quand même assez élevé dès qu'elle avait eu sa régularisation, donc voilà, c'est toujours à compter, ce ne sont pas des revenus nets, mais c'est clair que ça contribue pas mal à financer son crédit immobilier, et ça c'est vraiment bien, surtout quand ça propose un logement à tarif abordable à des gens. Nous allons donc passer au détail de ses dépenses. Je m'aide comme d'habitude de mon cahier pour avoir les montants sous les yeux. Donc le crédit immobilier, comme j'ai pu vous le dire, c'est 615 € par mois. En gaz, ça revient à 80 € par mois. En électricité, 80 € aussi. Pour l'eau, elle en a pour 38 €. Au niveau des courses, elle en a pour 200 € par mois, sachant que dedans, elle inclut aussi les petits plaisirs en ville. Donc j'imagine que c'est quand elle prend une pâtisserie ou un verre quand elle va en ville. C'est un budget qui est très correct, surtout s'il inclut les petits plaisirs comme ça. Normalement, ça permet de garantir une alimentation assez équilibrée. Sachant qu'elle est vraiment très débrouillarde, elle a aussi des bons plans pour récupérer des légumes gratuits. Donc elle a plein de petites choses qu'elle met en place comme ça qui lui permettent de réduire son budget. Et elle a notamment pu accumuler cette épargne auparavant par le fait qu'elle était très débrouillarde, même si elle venait d'un milieu modeste, ça lui a permis d'avoir une belle épargne et de pouvoir acheter avec un bel apport. C'est vraiment ce qui a pu sécuriser sa situation. Donc c'est vraiment admirable qu'elle ait réussi à faire tout ça. Également, chaque mois, elle va donner 50 € à sa petite sœur qui est maman solo et qui galère un peu financièrement. Elle souhaite maintenir ce poste de dépense le plus longtemps possible, même s'il avait été défini quand elle gagnait 1800 et pas quand elle gagnait 900 € par mois. Donc c'est sûr que maintenant, ça fait une mensualité plus élevée à assumer. Maintenant, si c'est très important pour elle d'aider ses proches, il n'y a pas de problème à le maintenir. Surtout que vous allez voir, au final, son budget, on s'en sort quand même s'il y a eu une belle diminution. En téléphone, elle est passée à une offre à 14,99 €, donc 15 € par mois qui comprend internet, puisqu'ils ont décidé de ne pas prendre de box dans la colocation, ça revenait trop cher finalement, et tout le monde pouvait utiliser les gigas qu'il y avait sur leur forfait de portable. Ça peut vraiment être une bonne astuce si vous n'avez pas besoin d'une énorme connexion internet, d'économiser sur la box. Maintenant c'est faisable très facilement. Ça veut pas dire que c'est possible pour tout le monde, ça dépend du travail, ça dépend de là où l'on habite, ça dépend de la connexion aussi là où l'on habite, mais parfois ça peut être une astuce à laquelle on peut penser. Un des postes de dépenses qui va être le plus important dans son budget, c'est un poste qui est très important pour sa santé mentale, c'est le budget piscine, puisqu'elle en a pour 88 € par mois en moyenne. Elle m'a vraiment précisé que c'était très très important pour elle, même si c'était cher. Et dans ce cas-là, il faut vraiment le maintenir. C'est surtout quand on a de l'épargne. C'est aussi à ça que sert l'épargne, c'est que des fois, même si on a un budget où on ne s'en sort plus, ça peut permettre de maintenir ce genre de choses, puisque oui, il lui reste encore pas mal d'épargne, j'en parlerai un petit peu après, mais même quand on a un petit budget, garder des plaisirs, c'est important. Alors évidemment, on peut pas forcément garder tous les plaisirs, et si notre plaisir principal c'est le jet ski par exemple, ça va être un peu compliqué si on se retrouve avec de très petits revenus, mais si on peut trouver une activité qui nous fait du bien en termes de santé mentale, surtout que là, ce qui fait qu'actuellement elle a cette situation, c'est qu'en termes de santé mentale, ça n'allait pas. Donc s'il y a quelque chose qui lui fait du bien, c'est vital, c'est important de le garder, et dans tous les cas, là, ça peut s'intégrer dans son budget, donc tant mieux. Actuellement, son budget pour la musique est à 0, mais elle est vraiment fan de musique, donc elle n'a pas ce budget pour le moment, mais dès qu'elle aura les moyens, elle aimerait vraiment pouvoir l'intégrer dans son budget et pouvoir avoir une dépense liée à ce poste-là. Donc internet, comme je vous le disais, c'est 0 € parce que les portables suffisent.
Pour Netflix, elle a un arrangement avec un de ses colocataires, elle va utiliser son abonnement Netflix et en échange elle lui donne des légumes. Parfois le troc, ça peut vraiment être une solution anti-crise et je pense que c'est vraiment la solidarité, le troc, l'échange, tout ce qui est non financier finalement, parfois c'est tellement important de le maintenir, surtout quand on est en pleine inflation, quand on est vraiment dans une situation où tout coûte de plus en plus cher et où beaucoup de gens paniquent face à l'argent. Des fois revenir à ces bases-là, ça peut faire du bien aussi et là ça lui permet d'économiser quelques euros, donc tout le monde s'y retrouve au final. Ensuite en taxe foncière, elle va en avoir pour 108 € par mois, ce qui est quand même assez élevé pour son budget. Maintenant on n'a pas le choix, c'est pas une mensualité normalement, mais c'est bien quand on fait son budget de compter des choses comme ça qui des fois sont à payer qu'une seule fois dans l'année, de les compter quand même, parce qu'on peut avoir tendance à les oublier, à se dire bah super j'ai épargné 2000 € et d'un coup on reçoit la taxe foncière de 1400 € et ça diminue beaucoup notre potentiel d'épargne. Et on peut aussi se sentir dévalorisé, se dire qu'on n'arrive pas à épargner alors qu'on a tout essayé et qu'à chaque fois il y a quelque chose qui vient repiocher dedans. C'est pour ça que c'est toujours très important déjà d'avoir une épargne pour les imprévus, parce qu'il y en a toujours, et aussi de budgétiser ces choses à l'année, surtout que des fois elles tombent un petit peu en même temps. Il suffit que vous ayez l'assurance habitation à payer à l'année en même temps que la taxe foncière et en même temps que des frais auxquels vous n'aviez pas pensé pour vous réinscrire à votre club sportif ou quelque chose comme ça, et on peut se sentir vite dépassé parce que des fois on ne pense pas à tout. C'est pour ça que c'est important de faire un budget. Ensuite, elle a le budget pour sa thérapie qui est de 50 € par mois. Ça c'est pareil, c'est super important. Ce n'est pas remboursé malheureusement, mais ça fait partie de tout ce qui est frais de santé mentale. C'est très cher, mais c'est totalement nécessaire. Ensuite, en frais bancaires, elle en a pour 4 € par mois. Peut-être que c'est lié à la banque dans laquelle elle a fait un crédit, donc c'est très probable d'ailleurs, mais je ne sais pas exactement. Il existe des banques en ligne. Nous, par exemple, la banque dans laquelle nous avons fait un crédit pour notre appartement nous a obligés, on va dire, à prendre un compte chez eux. Pour autant, dans un an, dès qu'on n'aura plus la carte bleue gratuite, on va couper tout ce qui est payant et utiliser le compte uniquement pour payer notre crédit et ne pas avoir de frais, parce que les frais sont à quelque chose comme 8 € par mois. Mine de rien, 8 € par mois pour quelque chose dont on n'a pas besoin dans notre cas, ça revient à presque 100 € par an et pour nous c'est non nécessaire, sachant qu'on a tous les deux des banques à côté. Donc voilà pour ce que nous on compte faire. Après, si on préfère être dans cette banque, si on préfère garder nos habitudes, nos cartes bancaires et tout dans cette banque, c'est tout à fait compréhensible, et 4 € par mois ce n'est pas non plus catastrophique. Après, en assurance logement, ça revient à 40 € par mois. C'est pareil, c'est relativement élevé, mais vu que c'est son bien, elle a vraiment choisi le maximum d'options pour être vraiment sûre. Et donc voilà pour l'assurance logement. Ensuite, pour le budget vêtements, il est mensualisé, on va dire, à 25 € par mois, même si elle n'achète pas des choses tous les mois. Elle favorise pas mal aussi tout ce qui est d'occasion, la récup, les friperies. Elle achète de temps en temps du neuf aussi. Mais voilà, pour le budget, c'est pas un budget énorme à l'année, donc c'est vraiment assez correct. Et chaque année également, elle va voir sa famille à l'étranger, donc elle fait vraiment ce voyage qui lui coûte un petit peu cher puisqu'il lui coûte 1000 € chaque année, donc ça fait 83 € par mois. Après c'est pareil, si on le budgétise, ça peut se faire facilement. Là actuellement elle le prend dans son épargne, donc là je le compte dans le budget, mais techniquement elle le prend dans son épargne. C'est aussi à ça que sert l'épargne, c'est pour pouvoir financer les choses importantes pour nous dans les moments où on n'a plus vraiment la possibilité de le faire avec nos revenus. Donc en plus ça lui permet de voir sa famille, ça lui permet de profiter, ça lui permet d'oublier aussi tout ce qui est problème d'argent, de santé mentale et tout ce qui est lié au stress de du quotidien. C'est important aussi de prendre ce temps si on en a les moyens. Et enfin, il va y avoir les dépenses liées à l'impôt sur le revenu. Elle a 150 € par mois à payer. C'est simplement parce qu'elle a eu une régulation. De base, elle était prélevée à la source, mais avec le fait de louer le bien immobilier en partie, c'est peut-être ça qui a joué aussi. Mais ça pourrait peut-être baisser ou partir après parce qu'elle a quand même eu moins de revenus cette année. Donc ce sera à voir, mais c'est toujours mieux d'avoir une bonne surprise qu'une mauvaise surprise sur ce plan-là. Donc continue à payer ce qu'il y a à payer. Et si à la fin il y a une régulation en sa faveur, ça pourrait être vraiment bien pour reconstituer un petit peu son épargne. Le total de ses dépenses est donc à 1626 € par mois. C'est un tout petit peu problématique parce que ça dépasse ce qu'elle gagne.
Pour autant, il y en a une partie qui est prise de son épargne, mais ça va l'obliger à désépargner en moyenne 240 €, à peu près 230 € par mois, ce qui fait un petit peu moins de 3000 € à l'année qui doivent sortir de son compte pour régler ses dépenses du quotidien. Sachant que pour certaines dépenses, ça reste aussi du plaisir et quelque chose qui est important pour elle, je trouve que ça peut les valoir, surtout qu'on va parler ensuite de son épargne et de comment elle s'est organisée avant. On n'est pas du tout dans une situation catastrophique. Elle a actuellement 50 000 € d'épargne, donc sur ses comptes épargne. Elle a simplement appris à beaucoup épargner quand elle gagnait le double finalement, même si c'est pas un salaire énormissime. 1800 € par mois, c'est un bon salaire. C'est légèrement supérieur au revenu médian en France. Pour autant, c'est pas un salaire de dingue, mais ça lui permettait d'épargner énormément parce qu'elle avait un mode de vie largement en dessous de ses besoins. Et par exemple, généralement, ce qu'il faut anticiper quand on a un salaire, c'est que si on est au chômage, on risque de toucher un petit peu moins. Dans son cas, même en touchant beaucoup moins par le fait qu'elle est en arrêt maladie, ça lui permet quand même de tenir sans devoir trop piocher dans son épargne, même si pour quelqu'un qui n'a pas du tout d'épargne, ce serait assez compliqué comme situation. Mais vu qu'elle a 50 000 €, ça lui permet quand même de tenir les 2 années qui lui restent avant de devenir psychologue assez sereinement, puisqu'elle peut piocher dedans, tout en sachant que ce qui finalement dépasse un petit peu du budget, c'est son budget voyage à l'année et son budget piscine, qui sont des choses importantes pour elle. Je pense que c'est toujours moins dérangeant de piocher dans son épargne pour faire des choses importantes pour nous que si c'est pour des choses vitales, payer son assurance habitation, payer des choses comme ça que finalement on n'a pas spécialement envie de payer mais qu'on fait parce qu'il le faut bien. Et donc ça, je pense que c'est à retenir. Au niveau des possibilités qu'il va y avoir maintenant, c'est qu'elle avait envisagé de mettre sa maison en location puisqu'elle est quand même très grande pour elle et que parfois la colocation va avoir ses désavantages aussi, et qu'en le mettant en location, ça pourrait lui permettre de prendre un logement plus à la taille dont elle a vraiment besoin. Elle a vu avec une agence immobilière qui estimerait la location par mois de sa maison à 1000 €, donc ce qui est pas mal parce que ça couvrirait vraiment à la fois son crédit immobilier et ça pourrait lui permettre de payer une partie de son loyer pour se reloger. Mais le problème de cette option, c'est qu'elle a besoin de faire des travaux d'électricité pour remettre sa maison aux normes en termes d'électricité pour qu'elle soit apte à la location, et qu'il y en aurait pour à peu près 9000 € qu'il faudrait donc désépargner. Heureusement, elle a cette somme sur son compte, mais c'est une chose à laquelle il faut penser aussi quand on est propriétaire, c'est qu'il y a des frais comme ça qui parfois peuvent coûter très cher sur le coup. Sur le long terme, c'est rentable d'être propriétaire, c'est toujours très intéressant, mais parfois sur le court terme, ça nécessite d'avoir des fonds pour pouvoir faire des travaux, que ce soit des travaux de copro quand on est dans un immeuble en copropriété, ou alors quand on a une maison et qu'on doit tout gérer, ça peut être la toiture, ça peut être des accidents aussi qui peuvent arriver, ou d'un coup il faut réparer quelque chose. Et c'est toujours bien de garder de l'épargne quand on devient propriétaire et de ne pas mettre 100% de ce qu'on a de côté dans l'achat immobilier. Je dis ça, c'est quelque chose que j'ai fait pour notre premier appartement. On a vraiment mis tout ce qu'on avait dedans. Enfin, on avait gardé un tout petit peu, mais vraiment pas assez. Heureusement qu'on n'avait pas eu de soucis à ce moment-là, parce que ça aurait pu être compliqué pour nous pour payer ça. Après, on avait une bonne capacité d'épargne, donc on s'en était vite remis. Mais en tout cas, c'est bien de garder quelque chose de côté pour tout ce qui peut être frais comme ça, qui sont quand même assez conséquents, parce que 9000 €, beaucoup de gens ne les ont pas et ça peut mettre en difficulté. Une autre option qui est possible pour elle, c'est que l'agent immobilier a estimé son bien entre 250 000 et 270 000 €. Elle ne souhaite pas partager la région, mais c'est vraiment une région qui a eu une énorme inflation. Donc c'est pas étonnant que le prix ait pu gonfler à ce point-là. Mais ça lui ferait quand même une plus-value d'environ 100 000 € en supposant que ça se revende à 260 000 €. Alors généralement, c'est pas très intéressant de revendre un bien quand on vient de l'acheter, puisque les premières années où on rembourse notre crédit, on paye quand même les frais de notaire que l'on ne récupère pas. Il va y avoir tout ce qui est intérêt que l'on paye aussi. Donc elle avait mis un apport, donc elle en récupérerait une somme conséquente. Et il y a bien sûr cette plus-value qui permet de ne pas être imposable dessus puisque c'est sa résidence principale. Mais il faut pas oublier que si les prix ont gonflé pour sa maison et qu'elle veut acheter un appartement dans sa région, il aura très certainement subi une inflation aussi, donc les prix augmentent aussi sur ce que l'on souhaite acheter ensuite. C'est pas du 100% bénéf, sauf si c'est pile notre maison qui a eu une inflation incroyable parce que pour une raison, je sais pas, quelque chose a beaucoup de valeur juste autour et les prix n'ont pas augmenté ailleurs. Dans ce cas-là, ça pourrait être super intéressant, mais là il faut pas oublier que les prix seront quand même plus élevés pour ce qu'elle compte acheter comme appartement par exemple. Mais ça peut se faire quand même, surtout que là,
avec cette plus-value, c'est vraiment bien parce que ça pourrait lui permettre de se détacher du crédit et de ne pas avoir besoin de refaire un crédit immobilier. Et il faut garder en tête aussi que si elle revend la maison, rembourse l'intégralité du crédit et repart avec une belle somme d'argent pour s'acheter un plus petit logement, elle ne pourra peut-être plus faire de crédit avant un petit moment puisque ses revenus ont beaucoup baissé et que ça peut être plus compliqué d'emprunter avec de faibles revenus quand on n'a plus un CDI. Enfin, les conditions pour emprunter de base sont déjà assez difficile quand on est dans cette situation-là et actuellement les conditions pour emprunter sont très dures. Beaucoup de gens se font refuser leur crédit, donc il faut aussi penser à cet aspect-là du fait qu'elle n'aura plus ce levier qu'est le crédit immobilier, ou si par exemple elle garde sa maison pendant encore 25 ans, même si c'est simplement pour la mettre en location ou si c'est pour continuer à être en colocation dedans, dans 25 ans ce bien est intégralement payé par le crédit et remboursé en partie par les personnes qui ont pu louer son logement. Donc elle a quand même un espèce de levier en termes de patrimoine assez important pour dans 25 ans. Et c'est sans parler tout ce qui est inflation qui va continuer puisque garder cet argent dans l'immobilier, même si les prix sont fluctuants, des fois ça redescend, des fois ça remonte, ça a quand même tendance à monter, en tout cas c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ça a toujours suivi l'inflation, le coût de la vie augmente et l'immobilier suit tout ça et c'est avoir cet argent qui est mis dans des murs permet que la valeur des murs augmente petit à petit comme ça, tout en suivant l'inflation, donc ça protège pas mal son argent de l'inflation. Du coup, par rapport au fait qu'elle va quitter l'éducation nationale, il y a plusieurs options qui vont potentiellement s'offrir à elle. Elle va envoyer sa demande de rupture conventionnelle. Si jamais elle est acceptée, ce serait la meilleure nouvelle puisque ça lui permettrait de toucher le chômage le temps de finir son master pour ensuite travailler en tant que psychologue, avoir un vrai salaire qui tombe et ça ce serait vraiment génial pour elle, c'est le mieux que je puisse lui souhaiter. Si jamais la demande de rupture conventionnelle est refusée, dans ce cas-là, elle pourrait démissionner et peut-être toucher le RSA dans quelques mois parce qu'on ne le touche pas directement après une rupture conventionnelle généralement. Mais ce serait pas idéal parce qu'elle serait obligée de désépargner quand même et si par exemple elle n'a pas le RSA, elle serait obligée de beaucoup désépargner chaque mois et là on parlerait pas d'un petit peu moins de 3000 € mais vraiment d'une grosse désépargne, ce qui n'est pas idéal parce que ça l'empêcherait quand même d'investir dans ses futurs projets. Et la troisième situation, ce serait que la demande est rejetée, qu'elle ne démissionne pas et qu'elle se force à continuer de travailler 1 an là-bas, même si c'est au détriment de sa santé mentale, puisque ça l'a poussée au burn-out, ça l'a poussée à être extrêmement stressée, malheureuse, dépassée, submergée, donc c'est pas forcément l'option qui serait recommandée. Ce serait la plus recommandable en termes de budget, mais ce serait pas la plus recommandée en termes de santé mentale. Et il faut jamais oublier que la santé mentale c'est super important. C'est plus important que beaucoup de choses. Ce qui compte c'est la santé physique, la santé mentale, la santé de nos proches, ça c'est ce qui est vraiment important. Et parfois il vaut mieux sacrifier quelque chose dans nos budgets plutôt que de se forcer à faire quelque chose qui est vraiment horrible pour nous, surtout quand on a un petit peu la possibilité de ne pas avoir des personnes qui dépendent de nous, parce que évidemment des fois la situation va être encore plus compliquée quand on a des enfants qui dépendent de nous, quand on a des proches qui dépendent du salaire que l'on peut ramener. Dans son cas, à part l'aide qu'elle donne à sa sœur, elle n'a pas d'enfants ou de personnes à gérer, donc ça peut lui permettre de vraiment favoriser sa santé mentale si possible. Sachant qu'elle a également quelques frais qui vont arriver puisqu'il faut qu'elle paye les frais d'inscription au master. Même si les études dans tout ce qui est université ne coûtent pas très cher en France, il y a quand même des frais à payer et parfois quand on a un petit budget ça oblige à désépargner, parfois on est même obligé de faire un crédit. Donc parfois ça peut être pris en charge, parfois non, c'est une autre question sur laquelle je ne suis pas forcément renseignée. Elle doit aussi changer d'ordinateur pour ses études, donc ce sera des frais à prévoir. Elle aimerait, si jamais elle n'est pas obligée de désépargner pour assurer son mode de vie le temps de finir ses études, elle aimerait beaucoup pouvoir acheter un appartement cash. Elle me précise dedans qu'elle aimerait bien pouvoir acheter un appartement vraiment à sa taille, un peu comme Didier et moi l'avons fait pour notre premier appartement. Nous n'avons pas fait de crédit et c'est vrai que ça nous a énormément aidé pour nos projets d'après. Je sais que si vous connaissez pas du tout mon contenu, ça peut paraître bizarre d'entendre ça. Je vous renvoie vers ma vidéo qui parle du sujet de comment on a acheté notre appartement sans crédit, donc si ça vous intéresse. Ça veut pas dire que c'est faisable pour tout, c'est pas une recette magique, c'est pas un tuto, c'est simplement notre retour d'expérience, ce que nous on a fait. Je le précise parce que je ne vends vraiment pas du rêve, je veux vraiment pas dire suivez ma méthode, vous pourrez faire pareil, ce n'est pas le cas. Donc voilà, je vous la mets là si vous voulez aller la voir. On continue sur le budget.
Alors Nina m'a demandé si j'avais des propositions à lui faire pour l'aider dans son budget. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les vidéos budget, parfois c'est simplement pour partager le budget des gens et je ne donne pas de conseils non sollicités si on ne m'en a pas demandé. Également, il faut retenir que je ne suis pas conseillère d'épargne, je ne suis pas assistante sociale, je partage simplement des conseils comme je les donnerais à une amie. C'est aussi quelque chose qui prend du temps, c'est pour ça que à la fois des fois on me demande en message sur Instagram si je peux conseiller sur un budget, c'est très chronophage donc je ne peux pas le faire pour chaque personne et des fois on m'a proposé de me payer pour le faire aussi. Je ne suis absolument pas légitime à le faire et je ne suis pas du tout pour tout ce qui est coaching improvisé quand on n'est absolument pas dans le métier et qu'on fait payer à des gens pour leur donner des conseils qu'ils peuvent retrouver parfois gratuitement dans des organismes spécialisés pour ça, dans des organismes qui existent, qui sont faits pour aider les gens. Donc je partage simplement ce que moi je pourrais faire dans cette situation ou ce qui me paraîtrait intéressant. C'est toujours important de le rappeler aussi. Donc comme j'ai pu le dire avant, je ne conseillerais pas spécialement de retourner travailler dans l'éducation nationale étant donné qu'elle a le choix et que c'est quelque chose qui l'a menée à une santé mentale fragilisée. Donc c'est important je pense de ne pas se forcer sachant qu'elle a la possibilité de ne pas le faire. Si jamais elle touche le chômage, si la rupture conventionnelle est acceptée, ce serait vraiment bien, surtout si elle touche un petit peu plus que les 900 € prévus, mais même si on part sur les 900 € qu'elle a prévus, ça permettrait de piocher un petit peu dans son épargne, mais pas tant que ça. Surtout si par exemple elle arrive à louer à nouveau la deuxième chambre, ça peut lui permettre de se rajouter un petit peu de revenus en plus et de diviser encore une fois les charges parce qu'il y a des choses, on paye pas spécialement plus cher quand on prépare à manger pour 4 que pour 3 par exemple en termes d'énergie, donc on n'augmente pas forcément massivement la consommation d'énergie. Et également, elle aura peut-être un remboursement d'impôts surprise, ça peut arriver. Faut pas forcément compter dessus, mais si ça arrivait, ça pourrait lui permettre de remettre un petit peu d'argent dans son épargne. Si elle a vraiment ce besoin d'indépendance qui fait qu'elle ne peut plus vivre en colocation, parce que c'est pas forcément une situation parfaite non plus pour elle, et que ça peut se comprendre aussi, des fois on a envie d'être chez soi et simplement chez soi, elle peut envisager la location de son logement. Alors bien sûr, il y aurait les presque 9000 € de frais d'électricité à prévoir, mais elle a de l'épargne pour, c'est simplement que ça passerait son épargne de 50 000 à 41 000 à peu près, mais c'est aussi à ça que va servir l'épargne et ça lui ferait des revenus qui lui permettent à la fois de payer l'intégralité de son crédit, même si sur 1000 € loués on ne touche pas 1000 € net parce qu'il y a des impôts à payer, il va y avoir des charges à payer, enfin il y a plein de choses qui sortent, il y aura peut-être une partie qui lui permettra de payer un petit peu son nouveau loyer, ça peut être une solution aussi. Au niveau de la vente de son bien, c'est pas forcément la solution qui sera la plus enrichissante en termes de finances, on va dire, mais ça peut être la situation la plus apaisante en termes de santé mentale, qui peut lui permettre de partir sur de nouvelles bases. Alors bien sûr, il y a vraiment le côté frais de notaire qui ont déjà été payés, mais ça c'est contrebalancé par la plus-value comme j'ai pu vous le dire avant. En faisant une supposition pessimiste à 250 000 € pour la revente, sachant que l'agent immobilier lui a parlé d'une revente entre 250 000 et 270 000, mais en supposant qu'on soit donc à 250 000, ça lui ferait 90 000 € de plus-value qui viennent s'ajouter à l'épargne qu'elle a en disponible. Donc ça fait déjà minimum 140 000 € pour son projet. Je compte le fait qu'elle récupère l'intégralité de la plus-value puisque déjà elle avait mis un apport de 25 000 € qui à mon avis devait largement couvrir les frais de notaire. Et également elle a remboursé pendant 2 ans et demi déjà ce crédit, ce qui fait qu'elle a sûrement dû rembourser une bonne partie des intérêts aussi. Et avec les 25 000 € qu'elle avait mis de sa poche, à mon avis, il se peut même qu'elle récupère quelque chose en plus de ces 90 000 € de plus-value, en supposant que ce soit 90 000 €. Ça pourrait être plus, ça pourrait être moins, ça dépend comment ça se passe à la revente. Mais en tout cas, on peut miser sur le fait que ça lui ferait un minimum de 140 000 € pour investir dans un nouveau bien à acheter, plus petit, plus à sa taille, mais qui lui coûterait aussi moins cher. Il faut aussi penser au fait que potentiellement pendant la vente, pour pouvoir racheter le deuxième, ça peut l'obliger à faire une vente en cascade, ou alors elle peut vendre d'abord la maison, puis être en location quelque temps et ensuite acheter. Tout ça c'est à réfléchir, c'est jamais aussi simple que sur le papier, mais ça peut valoir le coup aussi en termes de tranquillité, d'avoir un bien intégralement payé et de se dire qu'à partir de là, tout ce qu'elle a à financer, c'est les frais du logement, c'est ses frais à elle pour vivre, ses frais de la vie quotidienne, parce qu'il n'y a pas que le loyer, bien évidemment, on paye aussi plein d'autres choses. J'ai regardé les prix dans sa région et les prix vont vraiment du simple au triple selon les villes et je ne connais pas la ville exacte où elle habite. Mais par exemple, si elle pouvait prendre pour 100 000 € un T2 dans une petite copropriété, avec 10 000 € de frais de notaire ensuite,
et ça pourrait lui permettre de garder 30 000 € d'épargne qui lui serviront à la fois d'épargne de sécurité, mais si jamais il y a des travaux, s'il y a des imprévus, si jamais elle a moins de revenus que prévu, ça peut quand même lui permettre de piocher dedans pour vivre tout simplement pendant ces 2 années d'études restantes avant de devenir psychologue. J'ai fait une petite simulation de ce que cela pourrait donner en termes de budget. C'est une simulation, ça ne veut pas dire que c'est ce qui se passerait. J'essaye généralement quand je fais une simulation pour quelque chose de toujours partir sur quelque chose d'assez pessimiste pour qu'on soit surpris dans le bon sens si c'est différent de ce que l'on pensait. Mais j'ai conservé dedans le budget piscine, le budget alimentation et petits plaisirs, l'aide pour sa petite sœur, le voyage annuel. Et ça lui permettrait quand même, avec cette réduction de frais, puisqu'un plus petit logement coûte généralement moins cher et qu'elle n'aurait plus de crédit immobilier, même si en contrepartie elle n'a plus les avantages de pouvoir louer son logement et partager les charges. Donc il y a des choses qui vont être mieux en ayant un plus petit logement, il y a des choses qui sont moins bien, mais en tout cas ça lui permettrait d'avoir pour environ 800 € de dépenses si elle a 900 € de revenus. Ça lui permet de garder ses 100 € soit pour des imprévus, soit pour renflouer un petit peu son épargne. En tout cas ça lui permettrait de ne plus piocher dedans. Peut-être qu'en ayant un budget plus serein et en pouvant se concentrer à 100% sur ses études si jamais elle a la possibilité d'être au chômage, ça pourrait lui permettre d'avoir à nouveau cette sécurité et cette envie de reprendre la broderie qui pourrait lui apporter un petit revenu en plus qu'elle pourrait par exemple réinvestir dans le budget musique qui est important pour elle. Donc avant son burn-out, elle récupérait environ 500 € par an grâce aux broderies puisque ça faisait 40 € par mois de bénéfices. Donc peut-être qu'elle pourrait le reprendre si un jour elle se sent prête et ça pourrait lui permettre de financer ce budget musique qui est aussi important pour elle. Bien sûr, ça se base sur une simulation, peut-être que là, dans la ville précisément où elle habite, on ne trouve pas de logement à moins de 100 000 €, peut-être qu'on en trouve des beaucoup moins chers. J'ai vu passer dans sa région des appartements à 40 000 € pour des grands studios ou des petits T2, donc voilà, on peut trouver un petit peu de tout, ça dépend aussi de la ville dans laquelle on habite. D'ailleurs, elle n'a pas de budget transport pour le moment, à part ses déplacements pendant les vacances, puisqu'elle avait un abonnement quand elle était salariée mais qu'elle a résilié vu qu'elle ne pouvait plus se faire rembourser la moitié par l'employeur. Donc peut-être qu'il y aura ce budget à rajouter si dès qu'elle reprendra un travail ou si elle en a besoin pour ses déplacements du quotidien aussi, mais ça peut être compris dans cette marge d'imprévu justement. Et c'est tout ce que j'avais à partager autour du budget de Nina. Merci énormément à elle de me l'avoir envoyé, de le partager avec vous. Je suis sûre que plein de gens pourront se reconnaître dans cette situation. Je trouve ça vraiment génial, la manière dont elle a géré ses finances jusqu'à maintenant, d'avoir pu avoir cette épargne. Vraiment, c'est tellement bien qu'elle l'ait eu parce que ça lui apporte vraiment cette sécurité, même si sa situation actuelle est loin d'être facile. Une reconversion, c'est pas facile. Reprendre des études, c'est vraiment un choix très courageux et c'est admirable qu'elle ait pu le faire. Donc bravo à elle, je pense que dès qu'elle pourra travailler en tant que psychologue, sa situation s'améliorera encore plus, donc tant mieux, elle pourra reconstituer son épargne, quel que soit le choix qu'elle fait par rapport à sa maison. Elle a eu déjà cette opportunité d'investir et d'avoir un bien qui a pris de la valeur, donc ça c'est très chouette. Et quoi qu'il arrive, elle peut quand même relativement payer son crédit par le fait qu'elle a des colocataires dedans qui remboursent une grosse partie du crédit, donc ça c'est chouette aussi. Donc encore merci à elle et merci à tous ceux qui prendront le temps de laisser un commentaire encourageant, bienveillant, ou si vous avez des astuces à partager. Bien évidemment, je modère les commentaires quand il s'agit du budget de mes abonnés parce que je n'ai pas envie qu'il y ait des remarques non constructives qui vraiment n'avancent à rien. Donc j'imagine que la plupart des gens comprennent pourquoi je fais ça. N'hésitez pas à soutenir mon travail en mettant un like ou vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'aide énormément. C'est la meilleure manière de rémunérer mon travail, donc merci à tous ceux qui prennent le temps. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah voilà, n'hésitez pas à le faire et vous pouvez activer la cloche pour recevoir les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. On peut aussi se retrouver sur Instagram, mon pseudo est Murenoisette et je partage plein de choses au quotidien, que ce soit sur l'alimentation, sur le budget, sur des réflexions que je peux avoir en ce moment et ça peut être chouette aussi. Donc moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!